Silent Hill avait très bien marché, avait fait une recette vraiment très, très chouette, plus de 100 millions autour du monde, donc j'avais dit tout de suite que j'avais pas envie de faire un Silent Hill 2 qui soit, qui soit un peu facile, quoi. Donc j'avais proposé de faire l'adaptation de Onimusha, donc, qui est un autre jeu vidéo, qui raconte en fait le combat de chevaliers, de samouraïs qui utilisent des épées forgées en enfer. Rien moins. Donc je suis parti en Chine, j'ai vu Shih Tzu Tung, je suis allé faire des castings à Tokyo, etc., etc. Je voulais faire, tourner avec des acteurs japonais et tout. Il y a des parties en japonais. Je suis allé chercher les derniers collaborateurs de Kurosawa, dont Emi Wada, pour faire les costumes et tout ça. C'est-à-dire, je voulais le faire. De toute façon, c'était un rêve total de faire un film de samouraï avec des éléments en plus tirés des jeux vidéo, etc. Donc j'ai travaillé beaucoup. On a produit 70 minutes de prévise, donc qui existe. On voit vraiment les scènes de combat, les trucs comme ça, puisque je voulais que les gens, les samouraïs se battent avec comme des super-héros en fait, et comme dans le jeu. Et il se trouve que le producteur, malheureusement, avait des billes. Enfin, il produisait en parallèle de Onimusha, donc Parnassus, avec Heath Ledger. Et la mort de Heath Ledger a été un cataclysme qui a touché de plein fouet cette maison de production. Ils ont réussi à finir Parnassus, mais le temps qu'ils finissent Parnassus et que les assurances qui couvraient le film soient réconfortées, le projet Onimusha était mort. C'est voilà ce qui s'est passé sur Onimusha. Il reste des traces d'Onimusha dans La Belle et la Bête. Le soleil nucléaire à la fin, l'espèce de soleil au milieu des géants, là, tu sais, cette lumière où je suis censé... Le dieu est censé être représenté par cette espèce de lumière malsaine, jaunâtre, là. Ça vient directement d'Onimusha. Ça donne une idée de ce que j'avais imaginé avec les grandes herbes, le vent, brusquement la lumière démoniaque qui tombe sur l'ensemble, et les mecs en train de voler en se fracassant à coups de sabre. C'était à peu près un truc comme ça. Il était une fois un riche marchand dont la fille préférée s'appelait Belle. Lors d'une terrible tempête, le marchand perdit sa fortune et sa famille se trouva ruinée. Mais la chance leur sourit à nouveau. Les enfants, je pense qu'on est sauvés. Il nous faut des nouvelles robes, du parfum et... On va faire une liste. Surtout n'oubliez rien. Et toi, qu'est-ce que je te ramène? Je voudrais juste une rose. Égaré dans la forêt, le marchand fit une découverte extraordinaire. Y'a quelqu'un? Incroyable, tout y est. Enfin, presque. Qui allait changer la vie des siens. Mes cadeaux ne te suffisent pas? À qui est destinée cette rose? La plus jeune de mes filles. J'étais très déçu parce que c'était vraiment un rêve pour moi de faire un film de samouraï. Et je suis parti travailler sur 2 projets en simultané quasiment, qui étaient Fantomas et puis Le Cavalier suédois, tiré d'un roman culte d'un auteur autrichien qui s'appelle Léo Perutz. Alors là, c'est le film qui a eu le plus d'importance pour celui-là. C'était un roman qui présentait un inconvénient qui était celui de se passer sur 4 saisons plus une. Et c'est le moment où j'ai commencé à imaginer de faire le film entièrement en studio avec des extensions numériques pour représenter le passage des saisons. Et donc j'ai commencé à développer tout un style sur le Cavalier suédois qui finalement n'a pas eu lieu parce que le projet est en fait difficile à vendre. C'est une histoire allégorique qui se passe dans un monde qui est visité régulièrement par les démons et les anges. Donc, un projet assez compliqué, à vendre en tout cas aux chaînes françaises, etc. Mais là, j'ai imaginé un style très symbolique, avec une certaine utilisation des effets spéciaux qui est directement passé dans La Belle et la Bête. Et après, il y a eu La Belle et la Bête. C'est-à-dire que Richard Grandpierre, qui avait coproduit Le Pacte des loups, savait que je ramais sur Le Cavalier suédois. Et il m'a dit, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas l'adaptation d'un classique de la littérature française à Pathé? Ils en ont envie. Et donc, je suis venu avec l'idée de faire un conte de fées, c'est La Belle et la Bête en l'occurrence. Pour avoir volé cette rose, je dois retourner là-bas dans quelques heures. Si vous ne lui obéissez pas? Alors on mourra, tous. Je ne serai pas responsable de votre mort. Père! Non, père! Chaque film, finalement, chaque histoire détermine son style. Tu sais, j'ai fait un film entièrement en paysage réel qui était Le Pacte des loups. Il y avait une seule scène de studio. Tout ce que tu avais vu dans Le Pacte des loups, c'était des vrais châteaux, des vraies églises, des vrais vallons, des vrais ravins, des vraies forêts, etc. J'ai su ce que c'était de se confronter au climat, au changement de climat, à la montagne, à un tournage difficile, etc. Mais je l'ai fait. Ça m'a plu, hein. C'était super cool. Mais
je pense que c'était très bien pour le film. Je pense qu'un des attraits du Pacte des loups, c'est d'avoir été tourné en France, dans des vrais paysages français. Et pas en Roumanie, je ne sais où, dans des forêts qui sont censées être des forêts celtiques ou je ne sais quoi, tu vois. Non, c'était bien la France que tu as vue. Exactement de la même manière, celui-là, je me suis dit dès le départ, je vais le faire tout en extension numérique. C'est un autre pari, c'est un autre style que j'affronte. Le film est en quelque sorte l'antithèse du Pacte des loups. Mais aujourd'hui, je pourrais dire, j'ai fait un film entièrement en extérieur, j'ai fait un film entièrement en effet numérique, j'ai la maîtrise de ça. J'ai la maîtrise de cet outil. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment joindre ce qui s'est passé avec ce qui est en devenir. J'ai toujours aimé parler du passé du cinéma, du passé des arts classiques, etc. Et de me dire en même temps où est-ce qu'on va. Quels sont les endroits où la pop culture va passer à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que j'ai adapté un manga, j'ai adapté un jeu vidéo, etc. Et aujourd'hui, dans ce film-là, il y a une inspiration française, il y a une inspiration classique, picturale, mais il y a en même temps, je dirais, une préhension, une volonté de reconnaître que nous vivons à une ère numérique, que les gamins d'aujourd'hui connaissent, ce qu'ils aiment, c'est des univers complets, des paysages qui sont créés par notre imagination, qui ne sont pas des paysages qu'on va capter à l'extérieur, c'est des paysages qu'on a nous-mêmes créés. Je pense que le XXIe siècle va se dérouler sur ce plan-là, va se dérouler dans nos têtes. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. Chaque soir, à cette heure précise, tu devras être là. Ce qui date dans les films, c'est pas tant les techniques utilisées que le design. Tu remarqueras que, par exemple, qu'il y a des films des années 30, comme King Kong, par exemple. Oui, l'effet est un peu daté, mais la force poétique du film est intacte. Il y a des films numériques qui ont été faits il y a des tonnes, il y a plein de temps. Par exemple, j'en prends deux. Jurassic Park et Starship Troopers. Ils n'ont pas pris un coup de mou. C'est incroyable. Je ne crois pas que l'avancée des technologies fasse vieillir les films. Ce qui fait vieillir les films, c'est d'une part des mises en scène datées, des mises en scène qui n'ont fait que reproduire des effets du présent, de leur époque en tout cas. C'est-à-dire, effectivement, tout ça peut vieillir. Mais les effets en soi, je crois pas. Normalement, Starship Trooper devrait être aujourd'hui une vieillerie. Tu le vois, mais c'est... moi, je sais pas ce que tu penses de ce film, mais moi, c'est un film à chaque fois qui me cloue le bec. Ah oui. C'est un chef-d'œuvre absolu, quoi. Et les effets dedans sont à tomber par terre. Et je crois que dans ce film, il y a un tel mélange entre des techniques traditionnelles, une approche primitive, les technologies, les machins. Par exemple, beaucoup de gens s'attendent à ce qui est en numérique, c'est le visage de la bête, les géants, l'état d'homme, tu vois, les éléments très, très ouvertement imaginaires, tu vois. Mais les herbes, les arbres, tu vois, le cheval qui tombe, les machins comme ça, tous ces effets numériques que, personnellement, je pense, sont assez invisibles, fait que de toute façon, ce qui reste, c'est l'idée qui est derrière la mise en scène. Jour et nuit, j'attends que vous décidiez de mon sort. Si tu acceptais de t'abandonner, je pourrais combler tous tes désirs. Vous croyez qu'une bête comme vous pourrait combler une femme comme moi? Que sais-tu de moi? Rien. Ça vous arrange peut-être de ne jamais penser à votre passé. Et moi, je n'y ai pas renoncé. Tu sais, les effets spéciaux, c'est comme je disais, c'est comme la laque chinoise. C'est-à-dire, tu passes une première couche, tu ponces, tu passes une deuxième couche, tu ponces, et au bout de la 40e couche, t'as un vernis qui est parfaitement transparent. C'est exactement la même chose. Et en fait, pour moi, tu vois, une semaine avant que tu vois le film, il y avait encore 100 plans qui manquaient dans le film. Mais simplement parce que je ne voulais pas lâcher. Je te dis pas qu'il n'y a pas des plans dans le film que j'aurais aimé mieux, bien sûr qu'il y en a. Mais jusqu'au dernier moment, j'ai pas lâché sur certains trucs. J'ai dit non, il faut que ça soit mieux, il faut que ça soit mieux, il faut que ça soit mieux. Ça fait partie de ce qu'on aime dans le travail des effets spéciaux, c'est comment dirais-je, la détermination qu'on peut avoir par rapport finalement à un cadre industriel qui nous oblige à sortir le film, allez, sortez-le. Non. Tant que c'est pas joli, tant que c'est pas bien, tant que le soleil est pas bien positionné, tant que le nuage n'est pas là, tant que la lumière ne vient pas raser le dos de l'actrice d'une certaine manière, tu dis non. C'est le truc cool. Mais en fait, t'es comme un peintre devant une toile. Sauf que tes pinceaux, c'est les infographistes au Québec qui voient revenir le plan, 45e version, avec marqué « Non, là, améliorez ça ».
il y a encore 10 ans, je ne pensais pas que j'aurais pu faire un film comme ça dans un tel confort. Sincèrement, je ne croyais pas. Silent Hill était déjà un film, en termes d'effets spéciaux, il y avait 800 plans, tu vois. Ça y allait, hein. Et je me rappelle que certains, il fallait, tu vois, on levait la fonte, hein. C'était, oh, tu vois. Mais aujourd'hui, là, moi, celui-là, je l'ai fait tranquille, hein, dans une chaise longue. Hein. C'est vraiment. C'est-à-dire que mes idées étaient claires. Ma préparation était bonne, certainement. Tout était bien couché sur le papier. On a certainement eu un modus operandi très précis, impeccable. Je te jure que ce film a été simple à faire. Ce qui est le plus dur, c'est de capter chez l'acteur la crédibilité de l'univers qui ensuite va être ajouté. Tu sais, je crois que c'est la base de tout. C'est-à-dire que les effets spéciaux ne font qu'entourer et ne prennent vie que lorsque l'acteur joue en fonction de quelque chose qui est, sur le plateau, en tout cas purement imaginaire, et arrive à le rendre vivant, tu vois. Belle, si vous ne revenez pas, j'en mourrai. Annonce-moi quelque chose d'excitant. Mon fils ne fréquente pas les crapules. Regarde, ça vient d'un château abandonné. Si je t'y emmène, tu récupères le reste du trésor. Pour moi, quand on décide de faire un film féerique, il faut scoltiner la féerie. C'est-à-dire qu'il faut scoltiner les choses qu'on aime instantanément, c'est-à-dire les aspects un peu sombres, mystérieux, ésotériques, tu vois ce que je veux dire, le métaphysique, les rêves, les machins, les trucs, tout ce qui nous plaît dans les contes de fées, mais il faut scoltiner le reste. Sinon c'est un acte de lâcheté par rapport au genre. Moi, j'aime la féerie parce que ça alterne le mystère, l'émerveillement, l'humour, la légèreté, la candeur, l'horreur. Tout est en alternance. Donc non, pour moi, c'était inscrit dans le projet que le film allait respecter, et je crois que je suis suffisamment connu pour être orthodoxe par rapport au genre et par rapport à mes sources d'inspiration. J'ai toujours défendu l'idée d'être très fidèle, que ce soit à Crying Freeman, par exemple, ou à Silent Hill, et j'ai fait la même chose par rapport au conte de fées. Il était hors de question pour moi d'amputer le conte de fées d'un de ses aspects, simplement parce que je le sentais moins. Dieu de la forêt, laissez-moi retourner auprès de lui. C'est mon seul souhait, mon seul désir. Qu'est-ce que tu as vu? Je repense tout le temps à l'émerveillement qu'a été le cinéma de Hong Kong dans les années 90, tu vois. Quand Tsui-Hark faisait Été une fois en Chine, il faisait d'abord le film pour le public de Hong Kong, et ensuite son film irradiait et venait jusqu'à nous, et nous, on était bluffés. On était bluffés parce qu'on trouvait toutes les qualités cinématographiques, d'action, le charisme des acteurs, etc., mais en plus, c'était exotique. Et je crois que, au fond de moi, j'espère avoir fait un film français pareil. J'espère avoir fait un film français qui est d'abord destiné au public français, en termes culturels, mais puisse irradier dans le reste du monde, parce qu'en plus, il y aura la valeur ajoutée de l'exotisme. Parce que les gens qui iront le voir diront « Ah oui, mais c'est un film français ». Même si c'est un film avec des effets spéciaux, des techniques souvent utilisées à Hollywood, ça ne ressemble pas à un Tim Burton. Ce n'est pas tributaire de l'imagerie, tu vois, des dessins animés de Walt Disney. Ça vient de la peinture française, ça vient de la France. Les arbres sont des arbres français. Tu vois ce que je veux dire? Les animaux sont des animaux de nos campagnes et de nos forêts. J'ai pas essayé d'aller, tu vois, c'est la grande différence qu'il y a entre ce film et Oz, par exemple, ou la bande-annonce de Maleficent, tu vois. C'est des films qui dépendent de l'imagerie disneyenne. Moi, j'ai préféré me dire, je vais m'adresser en fait aux gens en France, et j'espère que les gens qui s'intéressent à la féerie aux États-Unis regarderont mon film en disant, c'est original, parce que c'est exotique. Ce que j'aimerais, c'est que ce film marche. Parce que pour moi, j'aimerais faire un film plus rapidement derrière, et pas attendre 5 ans à nouveau. Et d'autre part, parce que j'aimerais que ce film marche pour des raisons de revendication. C'est-à-dire, j'aimerais que les gens finissent par se dire qu'on peut faire ce genre de film en France. Qu'on peut développer nous-mêmes ce type de grand spectacle avec des effets, la technologie, etc. et qu'on puisse le vendre au grand public. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Si c'est le cas, si ce film marche, j'aimerais faire derrière un grand film d'aventure à base d'effets spéciaux qui serait, là encore, tiré d'un classique de la littérature française.